Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de la Minute Pédagogique pour cette saison 2010-2011. Alors, ce numéro est consacré à l'adaptation du conte de Charles Perrault, Barbe Bleue, mise en scène par le metteur en scène et auteur Jean-Michel Rabeux. Alors, pour vous présenter ce spectacle, je vous propose tout d'abord quelques éléments concernant l'auteur Charles Perrault, ce qui nous permettra ensuite de voir très rapidement le schéma narratif de Barbe Bleue et voir un peu le travail de Jean-Michel Rabeux. Cela fait, je vous donnerai quelques éléments de la scénographie et de la distribution pour enfin vous donner des pistes pédagogiques concernant ce spectacle. Intéressons-nous d'abord à l'auteur de ce conte Barbe Bleue, à savoir Charles Perrault. Alors, ce qu'il faut savoir de Charles Perrault déjà, c'est qu'il est ancré dans le classicisme, c'est-à-dire qu'il est né en 1628, mort en 1703, et vous verrez que ça a un intérêt particulier par rapport à l'approche de son œuvre. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir aussi de Charles Perrault, c'est qu'il est né d'une famille bourgeoise, fait de brillantes études littéraires, jusqu'à ce qu'il décide un jour avec son ami, et suite à une discussion avec un professeur de philosophie, de quitter le collège pour se faire une culture en autodidacte. C'est alors qu'il s'intéressera à l'histoire de France, qui se plongera aussi dans les textes d'auteurs sacrés et profanes, de manière à se cultiver de manière extrêmement généraliste. C'est en 1651 que Colbert deviendra avocat, et en 1663, le bras droit de Colbert. Alors justement, Colbert lui confiera diverses missions, dont celle d'ailleurs de s'occuper de la politique littéraire et artistique de Louis XIV. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait qu'il soit chargé de cette mission lui permet de développer un peu sa conscience même de la littérature et des arts. Il fondera d'ailleurs avec Colbert l'Académie des sciences et de peinture. Alors cet auteur qui est donc proche du milieu littéraire et artistique et qui va contribuer à son développement, s'essaiera à tous les genres littéraires. Et ça, c'est déjà intéressant aussi de voir qu'il a essayé de puiser dans la littérature les différents genres possibles, le meilleur moyen justement d'accéder un peu à l'autre par un travail de pédagogie aussi, qui, vous allez le voir avec les contes notamment, est assez pertinent. Alors, ce qu'il faut savoir aussi de Charles Perrault, c'est que, s'essayant à tous les genres littéraires, il va créer ce qu'on appelle, en tout cas s'impliquer dans ce qu'on appelle la querelle des anciens et des modernes, plaçant le XVIIe siècle au-dessus de tous les siècles précédents. C'est-à-dire que vous savez que le classicisme, en l'occurrence, s'inspirait beaucoup de l'Antiquité, que les auteurs classiques puisaient dans l'Antiquité, puisque c'était le siècle, la période où on pense avoir atteint la perfection. Et là, Charles Perrault s'inscrit en contradiction totale avec des auteurs comme Boileau, par exemple, avec qui d'ailleurs il se disputera très souvent, pour instaurer une littérature propre au XVIIe siècle et montrer que tout n'a pas été fait dans l'Antiquité, mais que tout est à venir. Alors, en 1694, Charles Perrault écrira la préface du dictionnaire de l'Académie française. Donc, on voit encore une fois sa démarche pour créer une littérature et une langue qui s'impose réellement dans un siècle qui se veut neuf et non plus qui a épuisé dans l'Antiquité en permanence. En 1683, Charles Perrault perd sa femme et son poste par là même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il perd sa femme, il décide de se consacrer uniquement à l'écriture de contes et à l'éducation de ses enfants. Et là, bien sûr, on voit le lien, puisque voulant éduquer ses enfants, le conte devient le truchement parfait pour pouvoir insinuer la morale à travers du récit ludique. C'est en 1697 que Charles Perrault publie sous le nom de son fils Pierre d'Armancourt ses 9 premiers contes. Alors, il s'agit de contes que vous connaissez tous puisqu'ils sont entrés dans les anthologies. On a donc dans ces 9 contes La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, La Barbe bleue, Le Chat botté, Les Fées, Riquet à la houppe, Le Petit poucet ou encore Peau d'âne. Ainsi, voyez-vous, parmi ces 9 contes de Charles Perrault figure celui qui nous concerne plus précisément, à savoir Barbe bleue. Alors vous allez constater, et on le reverra tout à l'heure, que les deux versions, celle de Charles Perrault et celle de Rabeux, sont quelque peu différentes. Alors tout d'abord, intéressons-nous bien évidemment à la version de Charles Perrault. Schéma narratif assez simple. Nous avons d'une part un riche roturier enlaidi par sa barbe bleue. Il désire se marier. Il demande à la voisine s'il peut épouser l'une des filles. La cadette accepte ce mariage. Un jour, il se prend l'envie de prétendre qu'il s'en va pour 6 semaines et exhorte sa jeune épouse à profiter de cette liberté qui lui est offerte. Une interdiction toutefois, elle ne doit surtout pas ouvrir un cabinet dont il lui confie toutefois la clé. Bien évidemment, la jeune épouse, très curieuse, ouvrira la porte du cabinet et découvrira les cadavres de ses précédentes épouses. Bien évidemment, Barbe Bleue revient, se rend compte du fait que sa jeune épouse a ouvert le cabinet, il la condamne à mourir. Que se passe-t-il alors? Les beaux-frères interviennent, se rendent compte de ce qui se passe, tuent la bête, et la jeune fille épouse un autre homme avec qui elle a un futur digne des contes de fées, tout simplement. Alors, pour mettre en scène et adapter ce conte de Charles Perrault, Jean-Michel Rabeux. Alors, vous connaissez sans doute le travail de Jean-Michel Rabeux, qui a proposé beaucoup de spectacles dans la région, puisqu'il était associé à La Rose des Vents de Villeneuve-d'Ascq, notamment.
Ce qu'il faut savoir de lui, c'est qu'après des études de philosophie, après une licence de philosophie, il s'orientera vers le théâtre en tant que comédien d'abord, auteur, metteur en scène ensuite, dans un seul but, pouvoir s'opposer et dire non aux choses. C'est-à-dire que le théâtre devient pour lui le lieu, le truchement d'une opposition face à ce qui le mécontente, somme toute, et aussi le lieu d'une réflexion sur l'homme, sur la complexité de l'être humain, et aussi sur la question de l'autre, tout simplement. C'est-à-dire que le but du théâtre de Jean-Michel Rabeux, c'est de questionner l'autre de manière à faire en sorte que le spectateur se remette lui-même en cause et puisse accéder à d'autres vérités qui sont enfouies en lui. Dans cette propension à vouloir questionner le spectateur et à créer cette sorte de catharsis aussi qui permette au spectateur de se livrer à une réflexion personnelle aboutie, Jean-Michel Rabeux va passer par différents auteurs, de Racine à Copie, en passant bien évidemment par des auteurs comme Molière, comme Labiche, comme Sade, comme Genet, comme Pirandello, de manière à faire en sorte que son théâtre puisse traverser l'histoire et puiser en chacun ce qui est essentiel pour sa propre idée. C'est ainsi qu'il va mêler classique et contemporain, créer ses propres textes aussi, pour créer un théâtre qui d'ailleurs a souvent été qualifié de trash ou de gore. C'est-à-dire que chez Jean-Michel Rabeux, c'est un théâtre du corps, mais le corps qui va toujours dialoguer avec l'âme, avec l'esprit, ce qu'on peut voir par exemple dans sa pièce écrite en 1983, à savoir Déshabillage. Dès lors, le lien corps-esprit va prendre une ampleur particulière dans le théâtre de Jean-Michel Rabeux, puisqu'avec des œuvres notamment comme L'éloge de la pornographie, ou encore Légèrement sanglante, ou encore Le ventre qu'il a écrit tout autour de cette partie du corps qui semble oubliée des autres, il va chercher au-delà ce qui peut se révéler dans la stupeur, mais aussi dans le rire. Vous imaginez bien dès lors que le théâtre de Jean-Michel Rabeux est un théâtre qui se plaît à briser les horizons d'attente. C'est un théâtre qui cherche des formes nouvelles pour dire les choses, pour questionner toujours différemment le spectateur. Et c'est en cela aussi que le travail de sa compagnie, qu'il co-dirige avec Clara Rousseau, est extrêmement intéressant pour tout spectateur ou tout professeur qui désire exploiter avec ses élèves les spectacles qu'il propose. Intéressons-nous maintenant à la scénographie proposée par Jean-Michel Rabeux pour ce spectacle La Barbe Bleue. Alors, pour le décor, vous allez voir, c'est un univers totalement intéressant aussi pour les enfants, puisqu'il s'agit tout simplement de 7 portes placées sous une forme presque pyramidale, 7 portes qui vont permettre justement tout un jeu des acteurs. Alors, ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que la scène sera recouverte de ballons de couleurs différentes, de ballons qui rappellent bien évidemment l'univers enfantin, mais qui aussi créeront une certaine inquiétante étrangeté, puisque vous allez voir qu'à un moment donné, quand l'un des ballons claque, ça suppose quelque chose, ça suppose une idée qu'il faut bien évidemment découvrir. Alors pour cette scénographie autour des 7 portes et des différentes balles qui composent la scène, Jean-Michel Rabeux va faire appel à Pierre-André Weitz. Alors, il s'occupera des décors, des maquillages, mais aussi des costumes. Vous allez voir que le tout va former une unité assez intéressante pour accentuer l'aspect féerique de ce conte et de cette mise en scène adaptée. Alors, par exemple, pour ce qui est des costumes, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Pierre-André Weitz et Jean-Michel Rabeux vont opter pour des costumes qui vont complètement animaliser le personnage du roturier, qui, dans le conte version première, n'est somme toute qu'un roturier à la barbe bleue. Ici, vous allez voir que le personnage s'apparente davantage à un loup-garou donc tout de bleu vêtu, avec de longs poils bleus, etc. Et n'aura pas d'ailleurs la carrure de celui auquel on pense lorsqu'on lit le conte premier. C'est-à-dire qu'ici, vous allez voir un personnage grand, mince, qui ne reflète pas du tout l'idée qu'on se fait de la barbe bleue, qu'on imagine beaucoup plus aisément, en tout cas quand on est enfant, comme un ogre. D'autre part, vous allez voir aussi que la jeune mariée ressemblera davantage à une poupée à longs cils noirs, vêtue d'une sorte de robe de mariée un peu tutue, un peu danseuse, qui l'affiche dans une sorte de posture particulière, et qui fait presque de la scénographie aussi un jeu de marionnette. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment d'avoir une sorte de vignette qui relève du dessin animé, qui relève aussi d'une volonté peut-être d'accentuer l'aspect féerique avec des personnages qui se répondent dans cette même féerie. Enfin, peut-être aussi est-il intéressant d'évoquer pour cette scénographie les sons qui vont atténuer quelque peu l'aspect effrayant du conte initial, avec notamment la mère, puisqu'ils sont 3 personnages sur scène, la mère qui va essayer d'atténuer toujours par sa voix étrange la frayeur que peut supposer le comportement de Barbe Bleue. On a aussi le chant qui va côtoyer les grondements, mais des grondements aussi qui vont être atténués par d'autres systèmes. Et en cela, à mon avis, il est très intéressant d'interroger les élèves sur la façon dont ils appréhendent
le fait que toutes ces choses se côtoient en même temps. C'est-à-dire que comment est-ce que le metteur en scène, somme toute, parvient à atténuer la frayeur ou au contraire à l'augmenter par tel ou tel truchement. Dans cet univers féerique que Jean-Michel Rabeux nous propose, il fait appel à 3 comédiens, 2 comédiennes et un comédien, avec qui il a l'habitude de travailler. Il s'agit notamment dans le rôle de la plus jeune, de Corinne Sicolari, dans le rôle de la mère de Kate France et dans le rôle de la Barbe Bleue de Franco Senica, qui est d'ailleurs danseur, chorégraphe et comédien. Alors imaginez aisément que puisqu'ils ont l'habitude de travailler avec Jean-Michel Rabeux, ils ont aussi une conscience du corps particulièrement aiguë et aussi une conscience un peu de l'univers dans lequel Jean-Michel Rabeux veut les emmener et donc emmener en même temps le spectateur. Nous avons vu dans un premier temps quelques éléments concernant Charles Perrault et puis Jean-Michel Rabeux et Barbe Bleue. Dans un second temps, nous avons étudié quelques éléments de la scénographie. Je vous propose maintenant quelques pistes pédagogiques vous permettant de mieux apprécier le spectacle et de l'exploiter avec vos élèves. Alors, comme pour le spectacle que nous avons présenté lors d'une précédente minute pédagogique, notamment sur comment ai-je pu tenir là-dedans, nous pouvons orienter la réflexion dans le même ordre, dans la même perspective. C'est-à-dire qu'effectivement, puisque nous sommes dans une adaptation, il est intéressant de voir avec les élèves, en prenant appui sur le texte initial, de voir comment est-ce que l'auteur, le metteur en scène, est parvenu à adapter ce texte pour le mettre sur scène. Alors bien évidemment, je vous l'avais déjà un peu annoncé par ailleurs, nous sommes dans une adaptation qui est totalement libre, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas intégralement le schéma narratif proposé par Charles Perrault, ni même d'ailleurs les personnages. C'est-à-dire que là, à mon avis, il est intéressant de voir avec les élèves comment vont s'opérer ces changements. Le conte n'est pas très long à lire, ce qui fait qu'il est a priori vraiment intéressant de le lire au préalable pour permettre cette confrontation des deux versions. Il s'agit donc ici bien d'un conte détourné, d'un conte revisité et complètement. D'ailleurs, il me semble intéressant de voir aussi ce qu'avait écrit dans ses notes Jean-Michel Rabeux lorsqu'il a élaboré ce projet d'adaptation. En effet, donc dans sa fiche artistique, il y a un élément qui s'intitule « Raconte-moi une histoire ». Et là, donc, Jean-Michel Rabeux écrit, je vais vous lire juste quelques éléments comme ça. C'est l'histoire de la Barbe Bleue, un riche seigneur avec 3 Ferrari, 2 hélicoptères et un carrosse d'or, et qui a tué ses 6 épouses les unes après les autres. Alors on voit déjà ici, rien que dans cette petite phrase, répliquette, puisque c'est une sorte de dialogue, on voit comment est-ce que Jean-Michel Rabeux revisite le conte initial en le contemporanéisant. C'est-à-dire qu'il va effectivement apporter des éléments nouveaux au conte de manière à le réactualiser. Et là, ça me semble aussi extrêmement important de voir avec les élèves que revisiter, réactualiser les textes anciens, les textes du XVIIe siècle en l'occurrence ici, permet de s'attacher, de retrouver un lien peut-être perdu parfois avec la jeunesse actuelle. Par ailleurs, ce qui me semble aussi intéressant de travailler avec vos élèves, ou en tout cas d'envisager, c'est une comparaison du film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête, et de la mise en scène proposée par Jean-Michel Rabeux. En effet, vous allez voir que Jean-Michel Rabeux avoue d'ailleurs clairement s'inspirer de la créature proposée par Jean Cocteau dans le film La Belle et la Bête. C'est-à-dire que là, on va s'orienter vers une autre façon d'envisager le conte de Perrault, avec un être qui doit révéler l'homme sous le poil, c'est-à-dire voir un peu comment, derrière la créature monstrueuse, peut surgir. C'est-à-dire comment est-ce que peut surgir cet homme derrière ce qui apparaît pour l'autre terrifiant, répugnant. Vous allez voir que le conte que propose justement Jean-Michel Rabeux relève de cette volonté de taire un peu la fin proposée par Perrault pour ouvrir à une autre happy end, une happy end qui va unir de nouveau la créature et la jeune épouse. Alors si ce que je viens de dire concerne davantage des élèves de primaire ou de collège, vous pouvez aussi envisager cette mise en scène pour des élèves de lycée. En effet, vous savez bien que l'apologue, en tant que texte ludique à visée didactique et morale, est souvent travaillé en première notamment, et du coup c'est intéressant de voir comment Jean-Michel Rabeux va détourner aussi cet apologue de Charles Perrault pour le mettre à sa sauce. C'est-à-dire voir comment est-ce qu'il parvient à mettre sa patte sur un conte qui est déjà bien assimilé par un grand nombre d'entre nous, puisqu'effectivement les contes de Perrault nous sont lus depuis notre tendre enfance. Alors de ce fait, ce qui me semble aussi pertinent, c'est de voir un peu comment est-ce que Jean-Michel Rabeux parvient à adapter cette œuvre-là pour faire sa propre œuvre, tout compte fait. C'est-à-dire que je m'inspire d'une œuvre déjà faite pour créer ma propre œuvre à moi. Et du coup, on peut s'interroger sur le travail d'un metteur en scène, d'un auteur, sur des textes déjà existants. C'est-à-dire que cet effet de superposition de couches différentes, cette superposition aussi de pensées d'auteur peut donner lieu à une œuvre totalement nouvelle, alors qu'a priori, elle s'appuie sur un texte déjà bien connu de tous. Ainsi, si vous travaillez aussi donc, cette mise en scène avec des élèves de lycée et pourquoi pas de collège, vous pouvez aussi envisager tout un
un descriptif avec des textes qui renvoient à l'idée de monstre. C'est-à-dire que si vous choisissez par exemple cette mise en scène de Jean-Michel Rabeux avec par ailleurs des textes comme La machine infernale de Cocteau ou encore Rhinocéros de Ionesco, vous allez pouvoir vous interroger avec les élèves sur la manière dont un metteur en scène peut travailler l'idée du monstre et le mettre en scène. C'est-à-dire que comment est-ce que le metteur en scène peut envisager le monstre sur scène, animalisé, humanisé, par métaphore. C'est-à-dire que ça, c'est un questionnement qui est extrêmement intéressant parce que justement, il témoigne de la liberté du metteur en scène et en même temps aussi de son pouvoir et de son imagination. Dans ses notes de mise en scène, Jean-Michel Rabeux est très clair. En effet, lorsqu'il désire adapter le conte de Charles Perrault, à savoir Barbe Bleue, il est porté par 4 piliers, par 4 éléments qui lui semblent essentiels pour créer l'ossature même de son spectacle. Je vais donc citer quelques éléments de son propos pour que vous puissiez bien comprendre ce qui lui semblait essentiel de respecter dans le conte de Perrault. Donc ce sont ses propres mots. Je tiens à la cruauté du conte. Je tiens au happy end du conte. Je tiens au merveilleux du conte. Je tiens à l'énigmatique simplicité du conte. Voilà 4 éléments qui nous renseignent bien sur les intentions premières de Jean-Michel Rabeux et à vous de voir justement ce qu'il a pu apporter ensuite et adapter de son propre chef pour réorganiser le conte, pour l'enrichir de sa propre vision du monde et pour atteindre de manière différente le spectateur. Et bien voilà, c'en est terminé de cette minute pédagogique consacrée à la Barbe Bleue et des minutes pédagogiques aussi de la saison théâtrale 2010-2011. Alors nous tenons vraiment à vous remercier de votre fidélité tout au long de ces différentes émissions qui vous ont été proposées par le Phénix. On se retrouve donc l'année prochaine. En attendant, vous pouvez toujours me contacter sur mon mail turquet@lephénix.fr si vous voulez réagir ou alors avoir davantage de renseignements concernant les mises en scène évoquées. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'exploiter un spectacle avec vos élèves, c'est aiguiser leur esprit critique et en faire des spectateurs actifs. À l'année prochaine.